Promis, je reviens en ce mardi donc 15 août 2023 et ce titre c'est la protection sociale va-t-elle faire faillite? Donc il y a eu une première partie où apparemment ils sont dans le positif, hein. Je pense que vous avez entendu comme moi. Donc je vais vous faire écouter la suite hein, parce qu'autrement ça aurait fait trop long et je sais que les personnes n'aiment pas quand c'est trop long. Donc je vous dis bonne écoute et j'espère que le son est bon. Merci. Un petit peu supérieur d'une part, et d'autre part, évidemment, on n'est pas au même niveau qu'il y a 20 ans, ni en termes de dette publique, ni en termes de dépenses, de niveau de dépenses. C'est plus facile de monter la dépense quand on part de pas trop haut que quand on part de trop haut. Et c'est plus facile de monter les prélèvements lorsqu'on n'est pas trop haut que lorsqu'on est déjà haut. Pareil, évidemment, pour les dépenses. Donc, je ne sais pas si on passe peut-être à une étude de ce qu'on a fait par le passé. Donc ça vous montre en fait sur les 2 dernières décennies ce qu'on Donc vous avez d'un côté, il va vous le dire, côté dépenses et côté recettes. ce qu'on a fait, entre guillemets. Je prends les dépenses. Donc j'ai 2 décennies que je distingue. Alors on a coupé à 2008, parce que 2009 est un point un peu particulier, parce qu'en 2008, vous vous souvenez qu'il y a eu une crise, et en 2009, le PIB s'est effondré, du coup ça faussait un petit peu les chiffres, puisqu'on ramène tout au PIB. Donc première décennie, qu'est-ce que ça nous dit la barre assurée? Elle nous dit que l'impact mécanique du vieillissement, on pouvait l'estimer à 1,3 points de PIB. Ça veut dire une augmentation entre guillemets spontanée des dépenses de 1,3 points de PIB. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a un petit peu moins augmenté ces dépenses. Elles ont augmenté entre guillemets que de 1,1 point de PIB. Et c'est surtout sur la dernière décennie que là, l'impact mécanique du vieillissement, on pouvait l'estimer à 3 points de PIB. Donc c'est assez considérable sur une seule décennie. Et les dépenses n'ont augmenté entre guillemets que de 2 points de PIB. Ça veut dire, première chose qu'on appelle, c'est qu'on a freiné l'évolution spontanée des dépenses. Sur 2 décennies, on a quand même des dépenses de protection sociale qui augmentent de 3 points de PIB, hein, c'est pas rien, mais ça aurait été encore plus fort si, si on était resté à l'impact mécanique du vieillissement. Et côté dépenses, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, là, je vous ai dit que la démographie, donc on a une population plus âgée. Une population plus âgée, ça veut dire moins de 52 ans, moins de personnes qui sont en mesure, qui sont les premières contributrices au financement de la protection sociale. Et donc, je prends juste la dernière décennie. La partie assurée vous montre qu'on aurait dû avoir des recettes qui baissent. Qui baissent parce qu'on a moins de personnes d'âge actif, donc c'est les principales bénéficiaires. Or, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu des recettes qui ont augmenté. Alors, évidemment, heureusement qu'elles ont augmenté, puisque les dépenses ont augmenté. Il fallait bien que les recettes augmentent. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a augmenté, par exemple, alors il peut y avoir une baisse du taux de chômage, il peut y avoir une augmentation des taux de cotisation. Donc, évidemment, il y a la montée en charge de la CSG, il y a des départs en retraite plus tardifs. Bref, un ensemble de mesures qui, cumulées, font que les recettes ont progressé, alors même qu'elles étaient amenées spontanément à baisser. Donc, on ne subit pas un choc comme ça de manière mécanique. On peut s'y adapter. C'est ça un petit peu la leçon du passé, mais on a quand même une incertitude dans la mesure où le contexte du choc à venir est différent, avec peut-être aussi moins de croissance. Enfin, c'est un petit peu. Voilà, c'est ça. Il y a plein des incertitudes multiples. Oui. Il y a la condition énergétique, il y a une guerre, il y a l'inflation. Bon, il y a beaucoup de choses, un contexte qui est voilà, peut-être moins évident que celui d'hier. D'accord. Bon, bah, c'est très clair. Et dernière question, est-ce qu'on peut, ou est-ce que c'est possible, comparer la France aux autres pays? On sait évidemment que le vieillissement n'est pas une spécificité française, c'est toute l'Europe qui vieillit, mais la France a quand même une ou deux particularités. La première, c'est d'avoir un système de retraite qui est tout presque socialisé, donc ça veut dire... Alors ici nous avons marqué impact mécanique du vieillissement et projection du COR 2040. Impact mécanique du vieillissement sur les dépenses de retraite, plus 3,6 points de PIB. Projection COR à législation inchangée, scénario 1%, donc 2040, plus 0,6 de PIB. Projection COR à législation inchangée, scénario 1,6%, 2040, plus 0,0 point de PIB. Projection COR à législation inchangée, scénario 0,7%,
2040 plus 1 point de PIB. Hypothèse implicite, dépenses par tête rapportées BIB par tête inchangée à chaque âge. Hypothèse de croissance de la production du travail de 1% au-delà de 2032. Hypothèse de croissance de la production du travail de 1,3% au-delà de 2032. Hypothèse de croissance de la production du travail de 0,7% par an au-delà de 2032. Plus de dépenses par rapport à des pays qui auraient un système de retraite moins socialisé. Et puis on a une fécondité dynamique, ce qui veut dire qu'on a quand même une part de jeunes plus importante dans la population. Donc comment ces deux éléments se combinent pour situer la France au moins par rapport à ses voisins européens? D'accord, je peux le faire tout de suite. Ou alors on peut comparer avec l'exercice du corps. Je sais pas si ah oui, ah bah oui, comparons avec l'exercice du corps avant, exact, oui. Donc voilà, parce que... Alors j'avais omis de vous dire, on voit pas très bien là, le système de retraite, je vois pas parce que voilà, je peux pas l'enlever, nanana. Moitié et les 3/4 de la pression financière du vieillissement. Parce que les gens ont en tête, évidemment, les projections du corps, et c'est bien normal. Le corps vient de publier un rapport sur l'évolution du système de retraite. Et donc, s'ils comparent les chiffres de leur projection aux chiffres qui sont les nôtres, ils disent c'est pas une même chose. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Donc, effectivement, alors, ce tableau vous permet à la fois de faire cette comparaison, je vais essayer d'expliquer en quoi c'est différent et pourquoi c'est différent, et en même temps, ça permet d'apprécier le fait que si les projections du corps se réalisent, on a une partie du choc à venir qui est absorbée par l'évolution prévue du système de retraite et qui va dépendre des réformes passées. C'est ça un peu la différence forte et fondamentale entre les projections du corps et notre exercice de pensée, qui nous paraît une projection, ou je préfère ne pas appeler une projection. En fait, le corps, lorsqu'il fait ses projections, il fait des hypothèses sur la croissance économique, il fait des hypothèses sur le taux de chômage, et puis il intègre l'effet futur des réformes passées. Or, les réformes passées, elles conduisent à quoi? Elles conduisent à ce que les dépenses individuelles, donc tout ce que reçoit chacun sous forme de retraite, progressent moins vite que le PIB par habitant. Et justement, je disais jusqu'à présent que je ne vais pas présenter cet exercice comme une projection. On peut l'interpréter comme une projection dans laquelle je fais une hypothèse très particulière, qui est que les dépenses par tête à chaque âge et les recettes par tête à chaque âge évoluent comme le PIB par habitant. Le PIB par habitant, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est le niveau de vie de la nation. Quand on compare les pays entre eux, en général, on les compare du point de vue du PIB par habitant, on les compare du point de vue économique, on s'entend. Et donc, voilà, cette hypothèse sous-jacente, c'est que ces dépenses évoluent comme le PIB par habitant. Alors, on rappelle que le COR, c'est le Conseil d'orientation des retraites, qui évidemment vous pouvez retrouver sur leur site leur projection pour le coup. Et donc, on a bien retenu le point, effectivement, qui venait balancer l'idée de est-ce qu'on peut être optimiste, pas optimiste, on est dans l'incertitude, etc. Et qui vient aussi dire qu'une des leçons du passé, c'est que les réformes déjà entreprises sur les retraites, elles mettent du temps à produire leurs effets et qu'effectivement, dans les scénarios du COR, il y a une prise en compte des effets de ces différentes réformes. On pense notamment à l'indexation, non plus sur les salaires, mais sur les prix. C'était voilà, ça que tu pensais. C'est ça qui fait l'efficacité des réformes en termes de freinage des dépenses. Et donc, vous voyez que ça dépend après du scénario que le corps retient. Donc, par rapport, oui, je quand même un point à signaler qui est important, par rapport à ce qu'il y a dans la note d'analyse, où je fais déjà cet exercice de comparaison, il y a eu un rapport nouveau du corps qui est sorti le mois dernier, et donc j'ajuste un peu dans ce tableau par rapport aux nouvelles hypothèses qui sont faites, et donc qui sont moins optimistes. Enfin, l'hypothèse la plus optimiste en termes de productivité était à 1,8, donc croissance annuelle de la productivité à partir de 32, mais bon, peu importe, on était à 1,8, on est à 1,6, et puis le scénario pessimiste entre guillemets sur la productivité était à 1, on est à 0,7. Donc forcément, l'efficacité des réformes passées des retraites dans ce cas-là est moins importante, et donc le niveau
de dépenses de retraite augmente un peu plus vite, enfin augmente, pas toujours, parce que dans le scénario à 2006, en 2040, on est au même niveau qu'aujourd'hui. Et par contre, dans le scénario à 0,7, il y a moins de croissance, on a plus 1 point de PIB de dépenses de retraite. On passe en grosso modo de 13,9 à 14,9 de dépenses de retraite d'ici 2040. Et ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que, quels que soient les scénarios retenus par le corps, on a cet écart entre impact mécanique du vieillissement, qu'on pourrait se dire si il n'y avait pas eu de réforme des retraites, et puis prévision, voilà, même dans le pire des scénarios, on a une différence entre plus 3,6 points et plus 1 point. Voilà, c'est ça. Donc, si on fait la différence entre 3,6 et 1, donc ça fait 2,6. Donc, ça veut dire qu'il y a 2,6 points d'augmentation mécanique liée au vieillissement qui sont entre guillemets absorbés par l'évolution du système de retraite qui dépend de réformes passées. Déjà passées. Du coup, je reviens à la question que j'ai posée beaucoup trop tôt et je m'en excuse. Est-ce qu'on peut se comparer à nos voisins européens? Voilà, alors effectivement, on peut le faire. Et donc, je vous propose l'exercice de pensée qui est à peu près similaire à celui qu'on a fait jusqu'à présent et qui consiste à se dire non pas j'emprunte au futur de la France sa structure par âge, mais j'emprunte aux autres pays leur structure d'aujourd'hui. Donc, je compare la France d'aujourd'hui, d'un point de vue démographique, aux autres pays européens avec leur structure démographique d'aujourd'hui, et je me demande quel aurait été le solde de la protection sociale, le solde financier de la protection sociale, si on avait eu les mêmes dépenses, nos dépenses à nous par tête, mais la structure par âge d'autres pays. Et donc, ce que montre ce graphique, c'est que notre solde aurait été amélioré avec n'importe quel autre pays, sauf la Finlande. Donc, je prends ici l'exemple de l'Espagne. Si on avait aujourd'hui la structure par âge de l'Espagne, notre solde de la protection sociale aurait été amélioré de 3 points de PIB, ce qui est assez considérable. Et pourquoi, en fait, qu'est-ce qui est derrière? C'est simplement qu'en Espagne, la part des 20-59 ans dans la population est beaucoup plus importante qu'en France. Et donc, il y a beaucoup plus de gens qui contribuent, et puis et aussi moins de gens qui sont bénéficiaires de la protection sociale, puis qui ont peut-être un peu moins de personnes âgées. Et du coup, ils ont tous de l'avance sur nous pour la suite? Alors, évidemment, ce qui nous distingue des autres, c'est pas tellement la proportion de personnes âgées, mais c'est plutôt la proportion de jeunes. Alors, les jeunes qui contribuent très peu à la protection, enfin, au financement de la protection sociale, ils en sont bénéficiaires, on l'a vu, via les prestations familiales, mais qui sont par rapport aux retraites beaucoup moins importantes. Et donc, leur situation démographique actuelle est très, comment dirais-je, facilite beaucoup le financement de la protection sociale, mais évidemment, demain, les gros scores de 20-59 ans auront l'âge d'être à la retraite et ils ne seront pas remplacés par des cohortes nombreuses de jeunes, alors qu'en France, les cohortes de jeunes sont plus nombreuses. Et donc, je vous propose un dernier exercice qui consiste à se dire quel serait l'impact du vieillissement pour notre protection sociale si le vieillissement se faisait au rythme où il va se faire chez nos voisins. Donc là, je prends des projections qui sont un petit peu différentes. Ce sont des projections européennes, évidemment, donc d'Eurostat. Et donc, au lieu d'avoir 5 points de... Donc, la barre rouge, c'est avec la France. Donc, ça produit l'exercice qu'on a fait jusqu'à présent. Donc là, on est à 5,4 de dégradation de notre solde financier sur notre protection sociale, parce que ce n'est pas exactement les mêmes hypothèses, mais on est dans les mêmes ordres de grandeur. Et tous les pays qui sont à la gauche de cette barre rouge, eh bien, en fait, ont un vieillissement plus rapide. Et donc, si on appliquait la vitesse de vieillissement à nos finances, on aurait une situation qui se dégraderait très vite. Donc, si je prends l'Espagne, que j'ai pris tout à l'heure, c'est le point le plus à gauche sur le graphique, ce que nous dit en fait ce chiffre de moins 9,3, il nous dit que si le vieillissement en France se faisait au rythme où il va se faire, après les projections de recettes, s'il se faisait au rythme où il va se faire en Espagne, et ben, la dégradation, l'impact mécanique du vieillissement en France serait de 9 points de PIB alors qu'elle est de 5 points de PIB. D'accord. C'est passionnant. Merci beaucoup. Alors, avant de passer aux questions du public auxquelles on va s'attacher à répondre, je vous propose un tout dernier moment ensemble pour vous partager un outil de data visualisation. Alors, en fait, Pierre-Yves, pour accompagner sa note, a mis au point donc, cet outil avec 2 versions. Une version experte qui parlera peut-être, mais pas moi,
qui consiste à pouvoir modifier des paramètres, des données, des hypothèses pour se faire des espèces de graphiques sur mesure. Et une version dont on a envie de vous parler là tout de suite maintenant et qu'on a envie de vous partager, qui est une version grand public et qui permet d'avoir les graphiques animés. Et c'est assez magique en fait. Je ne sais pas si Mickaël va pouvoir vous mettre par exemple celle sur la pyramide des âges, mais ce qui est super, c'est qu'on voit cette pyramide se déformer et c'est très parlant. Et puis évidemment, vous pouvez déplacer votre souris sur les graphiques pour avoir un point précis et une donnée précise. Voilà. Alors effectivement, ce qu'on appelle data visualisation grand public, c'est ce qu'on a appelé sur le site internet Storyboard. Donc vous pouvez cliquer dessus, aller dessus, c'est en ligne. Et donc cet outil de visualisation va vous raconter l'histoire de l'analyse avec des petites vignettes dans lesquelles vous vous déplacez. Vous avancez d'une certaine manière dans l'histoire. Et chaque vignette est accompagnée d'un graphique qui lui-même est accompagné d'une explication. Donc le graphique peut, alors déjà tous les graphiques, lorsque vous baladez votre souris dessus, vous avez des montants que vous ne voyez pas apparaître dans des versions statiques. Et puis certains des graphiques sont animés. Donc là par exemple, c'est ce que je vous ai montré au début, mais en version. Donc il est notifié protection sociale et vieillissement. Le vieillissement de la population va exercer une forte pression sur les finances sociales dès 20 prochaines années. Mais cette pression sera comparable à celle à laquelle on a dû faire face à ces 2 dernières décennies. Donc voilà. Alors, dans les prochaines décennies, le vieillissement de la population française va se poursuivre. L'animation ci-contre indique que ce sont surtout les effectifs les plus de 70 ans qui vont beaucoup augmenter. Donc pour lancer l'animation, on a retenu ici le scénario central des protections démographiques, oui, de l'ENSI pour les années post-2020. Mais le vieillissement de la population se retrouve dans tous les scénarios démographiques car il est inscrit dans le passé démographique de la France. En effet, le vieillissement à venir résulte donc du remplacement des générations peu nombreuses nées entre les 2 guerres par les générations nombreuses du baby-boom. Il est donc la conséquence de changements dans la natalité passée de la France. Donc si je déclenche l'animation, vous voyez se déplacer en fait les cordes, vieillir les cordes au cours du temps, et donc vous voyez en animé en fait ce vieillissement démographique les années qui défilent en bas. Voilà, donc vous avez les années qui défilent en bas et puis donc, les effectifs qui évoluent au cours du temps. Un autre graphique qui est assez rigolo et qui illustre ce que je viens de vous dire sur la vitesse de vieillissement. Donc là, vous avez chaque point qui représente un pays. Alors j'ai mis en foncé la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, des pays qui sont proches géographiquement et puis qui sont à peu près de taille comparable. Et vous avez en horizontal la part des 20-59 ans et en vertical la part des 60 ans et plus. Donc évidemment, plus vous êtes à droite et en bas, plus le financement de la protection sociale est facile, puisque vous avez beaucoup de gens qui ont 59 ans et peu de gens qui ont 60 ans et plus. Et inversement, si vous êtes en haut à gauche, vous avez beaucoup de gens qui ont 60 ans et plus et peu de gens qui ont 59 ans, donc le financement est plus difficile. Et donc, vous voyez, déjà, premier point, ce que vous dites au tout début, la France se situe vraiment à gauche des autres, c'est-à-dire que sa part des 59 ans est significativement plus faible que dans les autres pays européens. Et voyons voir comment ça va évoluer au cours du temps. Et là, vous voyez les points se déplacer. Vous voyez que le point de la France n'évolue pas très vite. Donc on vieillit comme les autres, mais beaucoup moins vite que certains autres, et notamment, regardez l'Espagne, qui était vraiment dans une situation beaucoup plus favorable que la nôtre, et qui a une population qui a beaucoup vieilli, donc avec une part des 60 ans et plus, qui a beaucoup augmenté. Si je vous rejoue l'animation, vous voyez bien la vitesse des points des défilés qui est assez différente d'un pays à l'autre. Donc je vous invite évidemment, si vous souhaitez, à consulter cet outil. Et donc pour les plus férus de chiffres, ceux qui voudraient refaire des simulations avec d'autres hypothèses, parce que là, à chaque fois, j'ai fait des simulations avec les profils par âge de dépenses et de
recettes de 2019 et en appliquant le scénario central de 2040. Vous avez un outil qu'on a appelé Expert, donc là, comme je l'ai dit déconnecté, je le relance. Donc c'est un peu long à charger, je vous invite à être patient parce que derrière c'est assez lourd, c'est hébergé sur un serveur distant. Donc une fois que c'est chargé, je pourrais vous montrer, mais ce que va vous permettre cet outil, c'est vraiment de choisir n'importe quel scénario de calcul à votre initiative. Voilà, un terrain de jeu passionnant pour occuper cette fin de semaine. Voilà, c'est ça. Alors, le temps passe, le temps file même, et nous avons déjà beaucoup de questions. Je pense qu'on peut en regrouper pas mal. Et beaucoup de questions tournent autour de bon, alors, est-ce qu'on peut être raisonnablement optimiste ou pas, et notamment par rapport à la nécessité d'entamer une réforme des retraites ou pas. Exemple. Donc, le message de cette retraite est que, j'ai mal à lire, il n'y a rien à changer à notre modèle, ou est-ce que la hausse des taux d'intérêt, je suppose, par rapport à la dette, a un impact. Idem ici, comment comprendre le débat à l'aube, effectivement, de cette étude, qui oppose ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'ici 2030 de problème de financement des retraites, et ceux qui pensent au contraire qu'il y a un problème qu'il faudrait gérer immédiatement. Voilà, déjà peut-être voir ce qu'on peut dire aux personnes qui attendent d'avoir de la matière, du grain à moudre pour répondre à leurs préoccupations. Oui. Alors effectivement, donc, déjà, premier élément, lorsqu'on spécialise du système de retraite et qu'on est par exemple gestionnaire d'une caisse de retraite, ce qui nous intéresse, c'est le financement de cette caisse de retraite ou globalement le financement du système de retraite. Le raisonnement qu'on tient ici, c'est un raisonnement un peu plus global, où on se dit, est-ce que la protection sociale tient la route ? Et évidemment, au sein de la protection sociale, il peut y avoir des arbitrages. On peut décider de dépenser un petit peu moins pour les retraites, un peu plus pour la santé. Puis au sein de toutes les dépenses publiques, on peut décider de dépenser un peu moins pour la protection sociale et plus pour l'éducation, par exemple. Donc, je ne m'intéresse pas vraiment à l'équilibre du système de retraite, mais à un équilibre d'ensemble. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, le montant qu'on souhaite allouer au système de retraite, donc aujourd'hui on est à peu près à 14 points de PIB, c'est un choix collectif. D'autres pays décident de faire moins et de laisser soit plus d'argent aux gens pour leur consommation privée, soit de faire des dépenses publiques sur d'autres secteurs. Et puis d'autres, potentiellement, enfin, je pense qu'on est quand même parmi les champions en termes de niveau de dépenses sur les retraites, enfin, potentiellement, on peut imaginer qu'on décide collectivement de mettre plus d'argent sur les retraites. Simplement, voilà, si on décide de mettre un montant donné sur les retraites, il faut pouvoir le financer. Donc là, encore une fois, le message principal, c'est de dire oui, il y a un impact du vieillissement qui est considérable, qui est conséquent. Mais attention, on ne le découvre pas évidemment, et ça fait longtemps qu'on a commencé à s'y adapter, et donc même les réformes passées vont continuer à produire des effets demain. Et donc ces effets-là, c'est un peu ce qu'on a dit dans la note, donc je suis obligé de l'adapter avec le nouveau rapport des retraites. Donc on peut estimer que si les hypothèses de croissance du corps sont bien respectées, en tout cas elles se réalisent, qu'entre la moitié et au mieux les 3/4 de l'impact va être absorbé par les réformes passées. Et ça, évidemment, ces réformes passées, quand je dis qu'elles vont produire des effets, ça ne veut pas dire que ça va se faire sans adaptation. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que la retraite moyenne par rapport au salaire moyen baisse, et ça veut dire aussi les départs qui sont décalés dans le temps. Évidemment, c'est pas entre guillemets gratuit. Bon, oui, là, ce qu'il faut retenir, c'est que on n'est pas ici sur le choix politique. Les études, elles sont là pour éclairer le décideur, mais ne vont jamais dans le sens d'une préconisation adressée aux décideurs. L'idée, c'est d'éclairer avec effectivement des exercices de simulation, des chiffres, un diagnostic pertinent. Donc, chacun se fera son idée. Alors, j'ai une question extrêmement technique. La méthode utilisée ne suppose-t-elle pas implicitement que les taux d'activité à chaque âge restent constants entre 2019 et 2020 ? Ou 2040 peut-être, je sais peut-être pas bien. Ça doit être 2040. Oui, je pense que ça doit être 2040. En fait, oui et non. C'est-à-dire que oui, on peut considérer que c'est ça, mais nous, on est à un niveau encore plus macro, c'est qu'on
regarde pas, parce qu'en fait, le taux d'activité, ça a un impact évidemment sur les cotisations, mais ça peut être contrebalancé. Admettons que le taux d'activité augmente, on peut baisser le niveau des cotisations et donc, in fine, avoir une baisse des rentrées de recettes. Donc, nous, on ne regarde pas le taux d'activité, le taux de cotisation. On reste aujourd'hui avec des dépenses d'aujourd'hui, à chaque âge. Et ces dépenses, elles sont le résultat d'un certain taux d'activité plus d'un certain taux de cotisation. Donc, quand je dis que c'est constant en part de PIB par habitant, cette constance, elle peut être obtenue soit en faisant progresser le taux d'activité, en ne changeant pas le taux d'activité, et puis en faisant progresser les taux de cotisation de telle sorte que les dépenses à chaque âge évoluent comme le PIB par tête. Encore une fois, nous, c'est vraiment le résultat global, mais il peut être obtenu par différentes hypothèses. En fait, c'est ça que je veux. Alors, il y a beaucoup de questions sur les hypothèses de productivité du corps. Donc là, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller regarder le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites, qui permettra de vous éclairer. Je vois qu'il y a beaucoup de questions autour de l'incertitude liée au renchérissement du prix de l'énergie, au chômage, au taux de croissance, etc. Donc là, j'ai envie de dire, ce n'est pas vraiment notre débat. On ne va pas pouvoir répondre à une question qui consisterait à poser des limites à cette incertitude, d'autant que, Pierre-Yves l'a dit, on est dans un exercice de pensée qui n'est pas de l'ordre de la projection. Donc moi, je vous invite là à aller sur le... J'ai peut-être juste un petit commentaire à dire, tout à l'heure avec le président du corps. Oui. Et en comparaison internationale, donc le corps, vous l'avez vu, dans son dernier rapport, adopte un scénario pessimiste à 0,7 points de croissance. Ça nous distingue vraiment des autres pays européens. C'est-à-dire que ce, entre guillemets, pessimisme, il nous est relativement propre. C'est-à-dire que quand on fait à la commission des scénarios de ce type-là, enfin des projections de ce type, dans le cas de l'Aging Working Group, et bien les autres pays, ils ont des hypothèses de croissance beaucoup plus optimistes que les nôtres. Et donc, en France, il y a des gens qui trouvent que l'hypothèse pessimiste peut-être est trop, mais il y en a beaucoup de gens aussi qui vont trouver que l'hypothèse pessimiste n'est pas assez. Et ça nous distingue plutôt des autres pays européens. D'accord, intéressant. Alors après, j'ai une question à laquelle je vais pouvoir répondre moi-même. Peut-on avoir le lien vers l'outil de simulation graphique? Donc l'outil de data visualisation, il est en libre accès sur le site de France Stratégie, sur la page de la publication. Je ne dis pas de bêtises. Et on le mettra, et on me dit qu'il sera mis dans le mail qui vous sera envoyé à l'issue de cette conférence. Comme ça, vous n'aurez pas à le chercher. J'ai des questions ensuite qui portent sur l'influence de certaines variables. Alors, une notamment sur quelle serait l'influence d'une augmentation significative des salaires par rapport à des exonérations de charges, et une autre sur la fécondité. Comment une augmentation plutôt de... Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même presque 29 minutes. Donc, bon, on voit bien qu'on parle aussi donc caisse de retraite, etc., etc. Donc, la protection sociale va-t-elle faire faillite? Personnellement, c'est que de moi, voilà. C'est mon ressenti, j'ai envie de vous dire, pas tout de suite. Voilà, donc pas d'affolement. De toute façon, s'il y a quelque chose qui change dans cette structure, on ne vous laissera pas comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, si ça peut rassurer certaines personnes, eh bien, tant mieux. Voilà. Donc, je reviendrai tout à l'heure pour continuer une petite lecture, puisque aujourd'hui c'est jour férié, nous sommes tranquilles, etc., etc. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Bisous, bisous. Donc, c'est à vous de faire votre propre analyse, tout simplement, avec ce que vous avez entendu. Donc, on ne parle pas que de la protection sociale, c'est un tout. C'est un tout. On vous parle aussi donc de la caisse de retraite vieillesse, etc., etc. Le vieillissement jusqu'à 2040, etc., etc. Voilà. Comme je dis toujours, on en prend, on en laisse, mais mon ressenti personnel est que si la protection sociale doit faire faillite, ça ne sera pas dans l'immédiat. Bien sûr, vous savez très bien que maintenant il y a des médicaments qui ne sont plus remboursés, des sirops, des choses comme ça, etc. Je vois plus quelque chose dans ce style-là par la suite, c'est-à-dire moins de remboursement de médicaments, de ceci et de cela. D'accord ?
Donc aussi, comme je vous le disais, en ce qui concerne les médecines alternatives, les médecines douces, que ce soit par la lithothérapie, je vous ai déjà expliqué, par des soins énergétiques, etc., on doit toujours demander si vous prenez donc des médicaments chimiques et surtout ne pas les arrêter d'un seul coup. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas faire et je pense que je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour cette suite de lecture. Allez, bisous bisous.